Mesdames et messieurs les participants, je vais poursuivre les travaux de notre séminaire par le thème qui m'a été confié, c'est-à-dire la protection et la gestion des droits d'auteur et des droits voisins au Bénin. Ce que je vais dire va prendre en compte la majeure partie de ce qui vient d'être dit par mon prédécesseur et je vais l'intégrer totalement ou presque totalement au contexte national. Il faut qu'on se souvienne de la thématique centrale de notre séminaire, les enjeux, les défis et les perspectives du droit d'auteur et des droits voisins au Bénin. Donc, c'est sous le bénéfice de cette thématique que je ferai ma communication qui, je le voudrais, doit être très pratique, très concrète et donner des informations aux auteurs, aux compositeurs, aux éditeurs et aux artistes. Vous voyez que je fais bien la différence entre artistes et auteurs pour qu'ils puissent trouver les mécanismes nécessaires pour bénéficier de leurs droits. Et donc, pour commencer cette communication, je dirais que on a certainement tout fait de penser que le droit d'auteur est né avec le BUVEDRA dans notre pays. Et que c'est seulement avec le BUVEDRA qu'on a commencé par parler d'artistes, d'auteurs et de redevances ou bien de répartition de droits. Cela n'est pas juste. Cela n'est pas juste parce que quand moi j'ai commencé par travailler en 1983, avant la création du BUVEDRA, il y a de temps en temps un monsieur qui arrive au Bénin ici, qu'on appelle monsieur Raif. S'il y a des auteurs ici qui sont d'un certain âge, ils le seront parce que j'en ai souvent parlé avec des gens qui ne sont plus ici, des GGVK. Je crois que El Rego va pouvoir se souvenir de ça. Et ce monsieur qu'on appelle Raif arrive souvent et il logeait souvent à l'hôtel du port et il connaissait un certain nombre d'artistes qui défilaient chez lui et qui venaient percevoir de l'argent. Je ne sais pas si nos auteurs qui allaient là-bas et qui allaient prendre de l'argent savaient bien pourquoi ils percevaient cet argent, d'où venait cet argent et comment ils le percevaient. Je ne sais pas s'ils le savaient. Donc ce monsieur Raif venait de temps en temps. Il n'a pas résidence au Bénin ici, il vit à Abidjan. Mais il venait de temps en temps, une fois par semestre, et il avait déjà les adresses des artistes, des auteurs, et qui allaient prendre de l'argent. C'était les droits d'auteur qui percevaient, mais on ne savait pas d'où venaient ces droits d'auteur. Parce que ici, en ce moment, le BUVEC ne payait aucune redevance. Les hôtels ne payaient aucune redevance. Mais on doit se souvenir qu'en cette période et avant l'indépendance, peu après l'indépendance de notre pays, il y a un organisme qu'on appelle OCORA, l'Office de coopération de radiodiffusion d'Afrique. Et c'est cet office-là qui jouait un peu le rôle d'avant-gardiste des sociétés d'auteurs qui payaient en lieu et place des organismes de radiodiffusion les redevances qui sont dues aux auteurs toutes les fois que leurs œuvres sont utilisées. Et M. Raif était un employé, un fonctionnaire de la SACEM en France. Et l'OCORA payait les redevances de droits d'auteur à la SACEM répartissait, et les droits qui revenaient aux auteurs béninois, M. Raif, comme il était à Abidjan, il avait juridiction sur le Bénin, et il venait pour payer aux auteurs. Donc, le droit d'auteur avait déjà une antériorité dans notre pays. Les artistes d'un certain âge bénéficiaient de ce droit d'auteur-là. Mais vous devez comprendre et vous souvenir que nous avons eu l'indépendance et puis depuis 1972, nous avons commencé une période marquante de notre pays, la Révolution. Dirigeants de notre pays, à partir de 1980, avaient commencé par s'intéresser aux droits d'auteur, à partir de certains événements précis, comme le contentieux d'Eoumoua Diayon contre Al-Baïl Castor, le contentieux pour le rythme contre Al-Baïl Castor. Et je dirais que
tout le monde sait, si Ariel Vincent et autres sont là, ils doivent savoir que Albert Castor, à un moment donné, avait acheté des Vespa toutes neuves au moment de courir des cours. Et puis, quelques instants après, il avait acheté des voitures. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Mais on a constaté qu'après quelques bruits, il a approprié à certains les voitures. Cela a donné lieu à des contentieux. Et quand moi j'ai commencé par travailler en 1983, l'une des premières affaires que j'ai connues, ce sont ces deux affaires. Et je n'avais pas beaucoup de notions en droit d'auteur parce que ceux qui ont fait le droit ici savent que la propriété littéraire, artistique ou bien la propriété intellectuelle à l'université, c'est une affaire de 5 minutes. Et donc, on s'est investi pour savoir qui a droit à quoi, quelle est la responsabilité de qui dans cette affaire et quelles sont les obligations qui incombaient au producteur qui était Albert Castor. Donc, on avait réglé cette question et on a introduit l'approche de solution au ministre. Nous étions sous la tutelle du ministère qu'on appelle Petit 22. Il y a des gens ici comme les Henri Fessou qui doivent se souvenir, c'était le ministère de l'alphabétisation et de la culture populaire. Et donc, le dossier avait été porté, je crois, au niveau du bureau politique et la proposition que nous avons proposée a été entérinée et M. Albert Castor avait été condamné à payer des sommes d'argent, je crois, aujourd'hui symboliques, à des mois à Diayon. Et à partir de cet instant, les autorités du ministère ont commencé par se dire, est-ce que nous aussi, nous n'allons pas mettre en place au ministère de la Culture une cellule ou bien un service qui va s'occuper du droit d'auteur. Le service du droit d'auteur est né en ce moment et a été dirigé par un célèbre directeur qu'on appelle Saïbou Ben Youssef et qui, avec ses efforts, a donné, ce service a donné lieu au bureau béninois du droit d'auteur tel qu'il est connu aujourd'hui. Donc, le droit d'auteur dans notre pays a une histoire, et on doit se dire que les organismes de radiodiffusion payaient sans le savoir, par le biais de l'OCORA. Et ils payaient et ils fournissaient des programmes. On ne savait pas parce que quand on était jeunes, après une émission, le journaliste ou bien l'animateur dit régisseur d'antenne, on pensait que c'était un grand technicien. On pensait que c'était un monsieur qui était très puissant. Mais en fait, le régisseur d'antenne, c'est qui? Le régisseur d'antenne a devant lui un gros registre et il prend note de tout ce qui se passe à l'antenne. Et c'est de là qu'on extrait les programmes des œuvres exécutées qu'on peut aujourd'hui prendre en compte pour la répartition des droits. Donc voilà rapidement l'histoire de notre pays en ce qui concerne son ancrage vers le droit d'auteur. Mais à partir de cet instant, on peut se dire que les décisions qui ont été prises par les autorités du pays se sont fondées sur un certain nombre de tests. Nous avons la politique culturelle de notre pays qui a donné lieu à la charte culturelle. Et c'est la loi 91-006 qui ont, la politique culturelle et la charte culturelle, qui ont exprimé la volonté des autorités du pays de donner corps à la protection littéraire artistique, à la protection intellectuelle, par la création d'un organisme spécialisé pour s'occuper de cette question. Et cette volonté politique a trouvé sa source également dans l'adhésion de notre pays à certains organismes comme l'UNESCO et l'OMPI particulièrement. Je dois signaler que notre pays a adhéré à l'OMPI dès les premières heures de son accession à l'indépendance nationale. Et en 1962, plus particulièrement, notre pays a fait son adhésion à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui lui a permis de signer un certain nombre de conventions internationales. Par exemple, la Convention de Berne, qui est aujourd'hui considérée comme la mère des conventions en matière de propriété littéraire et artistique. La Déclaration universelle des droits de l'homme, j'en ai parlé ce matin. Donc ça fait autant de fondements, autant d'éléments, de socle institutionnel qui a permis aujourd'hui à ce que nous parlions de droit d'auteur. Mais en dehors de cela, et à partir de cette volonté politique exprimée, nous avons un certain nombre de dispositions légales et réglementaires. Et au titre de cette disposition légale et réglementaire, nous avons la loi 84-008
du 15 mars 1984 qui a tiré l'essentiel de ces dispositions de ce qu'on appelle aujourd'hui la loi type de Tunis de 2 mars 1976 qui a été un ensemble de dispositions élaborées par un comité intergouvernemental d'experts qui se sont réunis du 23 février au 2 mars 1976 à Tunis pour proposer un certain nombre de dispositions, une plateforme à l'intention des pays en développement. Notre pays s'est aussi inspiré de ce qu'on appelle la loi du 11 mars 1957 en France, qui est une loi française, et qui a donné lieu à toutes les législations en matière de droits d'auteur de tous les pays francophones d'Afrique. Donc le BUEDRA a été créé par cette loi de 1984. Et évidemment, avec l'évolution que le BUEDRA a connue, il y a eu des apports nouveaux, il y a eu des évolutions, et nous avons eu la loi de 2006, la loi 2005-30, qui a intégré un certain nombre d'évolutions techniques au sein de notre dispositif légal. Maintenant, la loi qui a créé le BUEDRA a donné naissance à un certain nombre de textes réglementaires qui fondent et qui organisent la vie de l'organisme national. Je veux parler, par exemple, en ce qui concerne la perception des droits, en dehors des textes, des décrets qui ont organisé, qui fondent les attributions, l'organisation et le fonctionnement. Je vais parler particulièrement du décret de 1986, le décret 86-248, qui porte perception des redevances de droits d'auteur en République du Bénin. Et de ces décrets, nous avons extrait un certain nombre de textes, des arrêtés, qui déterminent par catégorie d'exploitation, par catégorie d'utilisation de l'esprit, les comportements à adopter par les usagers et également par le BUEDRA pour que ces usagers puissent avoir l'autorisation d'utiliser légalement les œuvres de l'esprit en respectant un certain nombre d'obligations légales. J'ai rappelé tout à l'heure que notre pays a adhéré à des conventions internationales, que nous avons également la loi. Ça fait un certain nombre de textes de loi. Mais j'ai l'habitude de dire que la protection accordée par ces textes de loi est une protection théorique. Si vous prenez par exemple la Convention de Berne, la Convention de Berne dit que l'auteur jouit sur son œuvre dans le droit de propriété intellectuelle. Et ça n'a pas de formalité. Il n'y a pas de formalité. Du seul fait de sa création, l'auteur qui a créé une œuvre jouit déjà sur cette œuvre-là d'un droit de propriété intellectuelle. Il n'y a pas de formalité. C'est sans formalité. Mais si on se contente de ça, si l'auteur se contente de cette protection, les œuvres seront utilisées dans les buvettes, les œuvres seront utilisées dans les bars, les œuvres seront utilisées même sur les antennes de radiodiffusion sans que l'auteur ne puisse en jouer, ne puisse en tirer aucun fruit, ne puisse en tirer des redevances. Donc, la protection réelle et concrète dont doit bénéficier l'auteur ne peut provenir que de son adhésion à un organisme de gestion collective. Et un organisme de gestion collective met en œuvre la protection prévue par les dispositions légales, prévue par les conventions internationales dont sont membres les États. Et pour qu'un organisme de gestion collective joue efficacement son rôle, il y a un certain nombre d'étapes, il y a un certain nombre de mécanismes qui doivent être remplis, qui doivent être accomplis. Et nous en connaissons fondamentalement 3. C'est par le biais de la documentation, par le biais de la perception et par le biais de la répartition. Je vais revenir certainement plus tard sur ces notions-là. Mais qu'est-ce qu'un organisme de gestion collective de droits d'auteur? Un organisme de gestion collective est un organisme, comme on le dit, qui s'occupe de la perception et qui s'occupe de la répartition. Les textes de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs, compositeurs sont clairs. Un organisme qui ne perçoit pas les redevances et qui ne répartit pas les redevances perçues aux auteurs n'en est pas un. Donc, un organisme de gestion collective est un organisme qui met en œuvre un certain nombre de mécanismes, de techniques, de règles et de méthodes pour percevoir les redevances auprès des usagers, pour mettre en œuvre les droits exclusifs ou non que détiennent les auteurs et pour donner en lieu et place des auteurs qui sont membres de cet organisme
les autorisations nécessaires et percevoir les redevances subséquentes en vue de les répartir aux auteurs dont les œuvres sont utilisées. Et donc, un organisme de gestion collective ne peut pas accomplir ces formalités sans la documentation, sans la répartition, sans la perception. Et qu'est-ce que c'est que la documentation? Je vais peut-être revenir là-dessus après, mais je dis que pour l'instant, aujourd'hui, les chiffres du Bureau béninois du droit d'auteur se présentent ainsi qu'il suit par catégorie de création intellectuelle. Nous avons les musiciens qui font 71,89%, nous avons les artistes dramatiques qui font 5,4%, nous avons les auteurs littéraires, c'est les auteurs littéraires qui font 20,55%, les artistes plasticiens 2,50%. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les usagers que nous avons dans nos répertoires, les chiffres que je donne sont des chiffres au 31 décembre 2016 et se présentent ainsi qu'il suit. Pour les auberges, ça fait 559 auberges. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici ce qu'on appelle auberge. Et quand moi-même j'ai vu le chiffre, je dis, mais comment 559 auberges dans ce pays, les auberges, pour être clair, c'est ce que nous appelons en termes vulgaires les chambres de passage. Donc, je me suis étonné, je me suis dit, ben, il y en a autant que ça dans le pays. Donc, et les hôtels, nous en avons 456, les motels 126, les pensions 33, les résidences 15, les bars, maquis, buvettes, restaurants, boutiques, etc. qui sonorisent, ça fait 2519. Les organismes de radiodiffusion sont en 14. Quand je dis organismes de radiodiffusion sont en 14, c'est radiodiffusion confessionnelle, radiodiffusion commerciale, et tout inclus. Et les organismes de télévision 13. Voilà les chiffres que nous traitons aujourd'hui. Mais là, j'avais dit tout à l'heure que j'allais parler de la documentation, de la perception et de la répartition. Mais la documentation consiste en un certain nombre de mécanismes parce que pour que l'organisme de gestion collective de droit d'auteur dise que je vais me porter vers un usager pour aller réclamer des droits, c'est parce que l'organisme a reçu mandat à un certain nombre d'auteurs, a reçu mandat de la part des auteurs d'accorder des autorisations et de percevoir les redevances, j'ai dit tout à l'heure, en lieu et place de ces auteurs. Donc, il faut que les auteurs, pour bénéficier du droit ou bien pour prétendre bénéficier du droit, fassent leur adhésion. Et dans un système qu'on appelle documentation, en communiquant un certain nombre de renseignements sur leur propre personne, et qu'ils déclarent les œuvres qu'ils créent, en donnant un certain nombre d'informations précises sur les œuvres. Parce que si vous avez créé une œuvre, et que vous savez que sur eux, il y a un auteur, il y a un compositeur, il y a un éditeur, je parle du droit d'auteur, et que vous allez déclarer que vous ne déclarez que le nom de l'auteur, ça veut dire que vous privez le compositeur et que vous privez l'éditeur de droit. Mais ici, ça se comprend parce que généralement dans notre pays, les trois qualités-là se retrouvent quelquefois sur la tête d'une seule personne, d'une seule et même personne. Et donc, il faut être très attentif dans la déclaration des œuvres. Donc, nous faisons très attention quand nous recevons les déclarations à distinguer, à poser même la question de savoir si l'œuvre qui arrive en déclaration est véritablement l'œuvre d'une seule personne. Est-ce qu'il n'y a pas un compositeur qui est caché? Est-ce qu'il n'y a pas un éditeur qui est caché? Je ne parle pas des artistes dans ce cas, j'en parlerai plus tard. Et donc, pour le faire, nous avons des systèmes, tout organisme de gestion collective a des systèmes, a des règles précises, met en place des formulaires pour que ce soit l'adhésion ou bien que ce soit la déclaration puisse se faire dans des conditions aisées, de manière transparente. Parce qu'il est question de droit, car les perceptions, les redevances qui seront réparties se fondent fondamentalement sur la documentation, à savoir la documentation œuvre et la documentation auteur. Et pour qu'il y ait répartition de droit, pour qu'il puisse avoir jouissance de droit, il faut bien sûr
qu'on perçoit des redevances. Et les redevances sont perçues auprès de tout usager. Et tout à l'heure, quand Simon parlait, il a demandé si le modérateur disait que si ceux qui ont pressé tout à l'heure, s'ils doivent bénéficier du droit, en l'occurrence le ministre, que lui était déjà disponible pour recevoir, pour que les droits tombent dans son compte. Donc, pour qu'il puisse en être ainsi, il faut bien percevoir, parce que si on ne perçoit pas, on ne peut pas répartir. Et donc, nous avons des catégories de perception, et les catégories de perception dépendent aussi des catégories d'utilisation des œuvres de l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi que une auberge dans laquelle il n'y a pas de radio, télévision, il n'y a pas un poste radio ne peut pas payer la même chose, le même montant qu'une auberge dans laquelle il y a des films qui passent, qui incitent et qui prédisposent à ce qui va se passer après. Et donc parallèlement, également, une boîte de nuit, par exemple, vous êtes d'accord avec moi que la matière première d'une boîte de nuit, c'est la musique. Donc une boîte de nuit ne peut pas être tarifée de la même manière qu'un simple bar dancing. Et un bar dancing, aujourd'hui, nous avons des bars dancing que nous catégorisons comme VIP, un bar dancing dans lequel il y a un espace réservé pour une catégorie particulière de personnes qui est climatisée, tout ça là, ne peut pas être tarifé de la même manière qu'un bar-restaurant de quartier. Et donc, il y a toutes ces catégories-là. Et les arrêtés dont j'ai parlé tout à l'heure correspondent à chaque type d'utilisation, à chaque catégorie d'usagers, pour que la perception se fasse dans la transparence requise et que la perception ne soit pas sujette à des contestations. Et quand les redevances sont perçues, il faut les répartir. Parce que les redevances perçues le sont pour le compte des titulaires de droit, pour le compte des sociétaires. Et donc, les redevances qui sont perçues doivent être réparties. Mais doivent être réparties selon la documentation dont j'ai parlé tout à l'heure, selon la déclaration des usagers, des auteurs, et selon la déclaration de l'œuvre. Et quand je parle de déclaration de l'œuvre, j'insiste beaucoup sur toutes les personnes qui ont contribué à la création de l'œuvre, qui ont contribué à ce que l'œuvre soit une œuvre plaisante, une œuvre exploitable. Et donc, pour le faire, on ne fait pas de la distribution. Beaucoup de gens parlent de la distribution dans les pays anglophones ou bien en anglais. Pour parler de la répartition, on parle de distribution. Je n'aime pas beaucoup le terme distribution parce que je considère que la répartition répond à des méthodes, à des principes, à des règles plus affinées qu'une simple distribution. Il ne s'agit pas de partager l'œuvre par le nombre d'auteurs qu'on a, mais par le nombre réellement de titulaires de droit. Et donc, pour faire de la répartition, nous avons des outils. Et c'est le lieu pour moi de remercier Simon parce qu'il est à l'initiative de ce logiciel qu'on appelle Waipokos, qui est un logiciel financé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est mis à la disposition d'un certain nombre d'organismes de gestion collective. Et ce logiciel va évoluer pour être maintenant le Waipo Connect, qui sera beaucoup plus affiné parce que nous devons intégrer un certain nombre d'éléments qui permettent de prendre en compte les auteurs, les bénéficiaires réellement. Et je parle ici, j'ai mentionné la Ligue mondiale des œuvres et l'IPI. C'est des mécanismes qui permettent de savoir quelles sont les œuvres qui sont exploitées à l'extérieur et dans le monde entier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, surtout les musiciens, que l'œuvre de l'esprit voyage, l'œuvre de l'esprit circule. Nous sommes ici aujourd'hui, mais l'œuvre de Nel, l'œuvre de Sabouran est peut-être en train d'être exécutée en France ou bien à Strasbourg, je ne sais pas. Mais il faut qu'on puisse savoir, dès que la société de gestion collective de droits d'auteur en France ou bien aux États-Unis va percevoir les redevances et va recevoir les programmes d'œuvres exécutés
on va pouvoir identifier l'œuvre qui a été exploitée dans un magasin que le bureau béninois du droit d'auteur ne connaît pas, que l'artiste béninois ne connaît pas, mais que la société américaine, la SCAP ou bien la SACEM en France, pourra identifier facilement par le titre et par les auteurs. Donc, c'est une documentation mondiale d'œuvres qui est gérée par OBD, qui est gérée, disons, en Suisse, et qui doit être nourrie par les sociétés de gestion collective. Et donc, toutes les sociétés de gestion collective ont intérêt à alimenter cette base de données mondiale pour que les œuvres de leur répertoire protégé soient connues au plan international. Parce que si ce n'était pas le cas, les œuvres nationales peuvent être exploitées, peuvent bénéficier, peuvent générer des redevances sans qu'on ne puisse les répartir à leurs titulaires de droits nationaux. Et donc, c'est ce qui oblige les organes de gestion collective de droits d'auteur à entrer en partenariat les uns avec les autres. Et il est indispensable que les sociétés de gestion collective de droits d'auteur, je dis quelquefois sociétés de gestion collective, je dis quelquefois organismes de gestion, comprenez, ça dépend de leur statut juridique. En Afrique, pour la plupart du temps, nous avons des bureaux de droits d'auteur qui ne sont pas très différents des offices de gestion collective, des offices nationaux de droits d'auteur comme en Algérie, mais nous avons aussi des sociétés de gestion collective comme les sociétés de droits d'auteur. Je dirais que c'est les pays anglophones d'une manière générale en Afrique qui ont opté pour le statut de société. Et dans la plupart des bureaux des pays anglophones, c'est les bureaux qui ont opté pour ce type de statut parce que, gardant le lien avec les autorités tutelles, les autorités de leur ministère de tutelle, le ministère de la Culture, le ministère de la Justice. Donc, je vais dire rapidement là qu'il est indispensable que les organismes de gestion collective du droit d'auteur nouent entre eux ce qu'on appelle les contrats de réciprocité, des contrats de représentation réciproque. Et cela est d'autant plus important que la Convention de Berne l'a prévu et, disons, le sujet est d'autant plus important que toutes les lois qui ont donné naissance aux organes de gestion collective du droit d'auteur le permettent par le biais du traitement national. Voilà ce que nous faisons au Bénin, au Bureau béninois du droit d'auteur, et nous sommes en train de tenir ce séminaire sous la coupe de défis et de perspectives. Donc, il faut que nous puissions regarder un peu en arrière pour voir si ce que nous faisons, est-ce que c'est ça qui doit être fait. Si ce que nous faisons, il n'y a pas de faille quelque part. S'il n'y a pas de correction à apporter, parce que nous voulons aller vers l'émergence, nous avons dit tout à l'heure que nous voulons mettre le bibliothèque sur orbite. Et donc, au niveau de la perception, ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est que nous avons aujourd'hui pas une correcte couverture du territoire national. Hier matin, je faisais le point avec l'un de mes directeurs et on a constaté que dans la seule commune d'Abomey-Caravi, nous n'avons qu'un seul percepteur. Et on s'est rendu à l'évidence que ce n'est pas possible. La commune d'Abomey-Caravi est si vaste que seul percepteur ne peut couvrir tout ce qu'il y a comme usagers dans cette commune. Donc, il faut que nous réfléchissions sérieusement pour revoir notre méthode, notre système de couverture nationale. Et de cela aussi, nous devons améliorer nos chiffres. Parce que si nous ne couvrons pas suffisamment le territoire national, ça veut dire que des redevances nous échappent. Ça veut dire que aussi, si c'est une seule personne, si nous n'avons pas une méthode de contrôler le seul percepteur qui est là, ça veut dire qu'il peut faire une mauvaise application des tarifs. Et j'ai commencé par dire qu'il faut que je vois tous les contrats qui doivent être élaborés, soumis aux usagers. Mais je me suis rendu à l'évidence que ce n'est pas possible, que je ne peux pas le faire et je vais devenir fou. Donc j'insiste beaucoup qu'on fasse une application correcte des tarifs que nous utilisons. Pour l'instant, les tarifs que nous avons. Parce que si ce n'est pas bien fait, ça veut dire que nous allons percevoir plus bas que nous devons percevoir. Nous avons un potentiel que nous ne gérons pas bien.
Donc, ça veut dire qu'au bout du boulot, nous ne serons pas performants. Dans le domaine de la documentation, il faut revoir nos méthodes, nos mécanismes de documentation. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on dit qu'il y a de faux membres au Bubedra, qu'il y a des gens qui ne sont pas artistes, mais qui ont la carte de membres du Bubedra, qu'il y a des gens qui ne sont pas artistes, qui perçoivent. Il y a tellement de choses qui se passent qu'il faut regarder en profondeur, qu'il faut regarder de manière sereine pour corriger s'il y a lieu de corriger ou bien pour améliorer s'il y a lieu d'améliorer. Et donc, pour que nous puissions coller au plus près de la réalité et répartir à ceux qui en ont véritablement droit et payer aux auteurs ceux dont ils ont véritablement droit. Et en termes de répartition, on nous fait souvent le reproche que les montants perçus par les artistes sont très bas. Il y a des droits qui sont payés indirectement à certains artistes et cela suscite de la frustration, cela suscite des mécontentements. J'ai reçu hier matin, très tôt, déjà vers 8h05, un groupe d'artistes qui ils sont venus me dire « Nous, ce que nous avons été pour ce pays, depuis un certain nombre d'années, nous sommes venus ici et voilà ce qu'on nous donne. Nous, ce que nous avons été pour ce pays, voilà ce qu'on nous dit que nous avons comme droit. » Bon, moi je leur dis que ça s'explique techniquement, ça peut s'expliquer techniquement. Mais moi aussi, comme eux, je ne comprends pas. Mais il faut regarder ça à tête opposée. Ce qui peut s'expliquer techniquement, bon, on peut aussi s'interroger, bien sûr. Parce que si vous avez des œuvres qui ne circulent pas, si vous avez des œuvres qui ne sont pas exploitées, comment est-ce que vous allez bénéficier du droit? Et j'ai dit toujours, les artistes ont l'obligation de se concentrer dans les studios, dans leurs ateliers, pour sans cesse améliorer la qualité de leur production, la qualité de leurs prestations, la qualité de leurs œuvres. Parce que c'est le public qui joue. Et le seul juge, c'est le public. Si l'œuvre n'est pas plaisante, les gens ne vont pas acheter. Si l'œuvre n'est pas plaisante, les gens ne vont pas jouer. Si vous faites un tour dans les buvettes, pour ceux qui sont amateurs de boîtes de nuit, si sur 100 œuvres exploitées dans les boîtes de nuit, à peine 10 sont des œuvres béninoises. Bon, je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Bon. Et il en est ainsi également au niveau des organismes de radiodiffusion. Il en est ainsi aussi sur un certain nombre de médias. Aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a lieu de sensibiliser les gens. J'ai entendu un responsable d'organisme de radiodiffusion et de télévision dire que bon, il ne va plus utiliser les œuvres d'artistes béninois. Je dis, mais celui-là, il faut qu'il réfléchisse. Parce que même s'il n'utilise pas les œuvres d'artistes béninois, il va utiliser des œuvres de l'esprit appartenant des artistes. Et là, il faut qu'il choisisse soit d'enrichir les étrangers ou soit d'appauvrir ses frères béninois. Et donc là, je crois que le choix est facile. Mais ce qu'il faut dire en conclusion, c'est qu'il faut que nos artistes puissent améliorer. Je sais qu'il y a des artistes qui travaillent sans cesse. Je sais qu'il y a des artistes dont les œuvres sont utilisées de manière intense. Mais il faut également que nous aussi, nous puissions surveiller l'intensité de l'utilisation des œuvres par les artistes et par les usagers pour que les redevances que nous percevons soient conformes à l'intensité, au degré d'intensité de l'utilisation de ces œuvres. Bon, je pourrais me passer rapidement sur cette partie, mais il faut quand même que je rappelle que j'ai dit que les attributions fondamentales d'un organisme de gestion collective du droit d'auteur, c'est la documentation, c'est la perception et la répartition. Et là, nous devons, pour ouvrir des perspectives d'émergence et de mise sur orbite du Bureau béninois du droit d'auteur, comme je le dis, revoir un certain nombre de choses que nous faisons, revoir nos méthodes de travail. Et en termes de documentation, par exemple, je pense beaucoup à la remise en œuvre de ce que nous appelons les commissions techniques d'identification. Parce qu'une œuvre qui vient en déclaration ne peut pas être acceptée immédiatement, ne peut pas être acceptée comme si c'était du pain béni. Parce que vous ne pouvez pas savoir, on ne peut jamais savoir sans s'interroger l'œuvre, sans questionner l'auteur, quelles sont les personnes qui ont contribué véritablement à la création de cette œuvre. Je me souviens,
il y avait cette commission qui travaillait au bureau béninois de droit d'auteur, je n'appelle le nom de personne, un jeune auteur qui amène une œuvre en déclaration. Cette commission était composée de 5 personnes, 3 artistes de musique traditionnelle et 2 artistes de musique moderne. Et l'œuvre a été admise devant la commission d'identification. Je donne ce temps pour que tout le monde puisse voir le travail qui doit se faire, le travail qui est à faire. On joue l'œuvre et on regarde la fiche de déclaration. On voit que cet auteur qui a déposé la fiche de déclaration a mis auteur 50%, compositeur 50%. Donc, il est l'auteur, il est le compositeur. Donc, à lui seul, il prend les 100%. Et on joue l'œuvre devant la commission et les gens disent comment lui, depuis quand qu'il faut l'amener, il faut l'appeler. Et c'est la commission technique d'identification à ces prérogatives-là. Convoque l'auteur, le déclarant pour l'écouter. Et on joue l'œuvre devant lui, on lui demande si c'est pour lui. Il dit oui, que c'est lui qui a créé l'œuvre. Il y a un auteur dans la commission qu'on appelle Gauguin Rouzemé, qui lui dit, dis donc, tu as créé l'œuvre là depuis quand? Qu'il commence par lui faire l'histoire de l'œuvre, pour lui dire que c'est quand le roi Béhanzin est revenu de la guerre, et que c'est à tel endroit précis qu'il a entendu cette chanson-là. Est-ce que lui, sa maman était née en ce moment? Bon, et il a baissé la tête, il lui a dit vraiment que c'est sa grand-maman qui chantait, et que lui, il a amélioré, tout ça là. On lui a dit, bon d'accord, on te comprend. Dans ces cas-là, tu ne peux pas avoir les 100%. Dans ces cas-là, qui sont les personnes qui ont joué? Qui est l'auteur de la musique là? Est-ce que c'est toi qui es le propriétaire de cette musique, qui t'a aidé à faire ça? Et au bout du rouleau, on a vu qu'il ne pouvait jamais avoir les 100%. Mais si cette commission-là n'existait pas, il aurait pris de l'argent indûment, de l'argent qui devait aller à d'autres auteurs, à d'autres personnes. Et donc, je crois que fondamentalement, tout ce qu'on dit aujourd'hui du bureau de faux artistes, des gens qui perçoivent indûment, provient également du non-fonctionnement de cette commission-là. Et je crois qu'il faut remettre fondamentalement cette commission en scène. Et désigner des gens qui vont faire partie de cette commission, des gens qui connaissent l'histoire de notre pays, qui connaissent la musique, qui connaissent les artistes d'une manière générale. Et je crois que dans cette salle, je vois des gens qui ont la capacité de faire partie de cette commission-là, que ce soit dans le domaine des œuvres littéraires, que ce soit dans le domaine des œuvres musicales. Donc, pour la perception, j'ai dit qu'il est nécessaire de revoir déjà notre méthode de couverture nationale et de revoir aussi les contrats, de revoir les tarifs, de revoir un peu comment est-ce que nos percepteurs travaillent. Et je vais soumettre, je crois que j'ai donné les instructions au directeur de la perception et de la comptabilité pour que nos percepteurs soient soumis à des contrats d'objectifs. Et nous allons les évaluer de temps en temps. Et je suis en train de penser à ce que, en dehors de ces contrats d'objectifs, il faut que nous allons voir, et je vais le soumettre au conseil d'administration, nous puissions créer un corps de contrôle des percepteurs, pour qu'on puisse aussi, en dehors de ce qu'ils viennent dire, on puisse nous aussi avoir un dispositif parallèle de recensement des usagers, de contrôler les usagers, pour voir également si l'usager Tatampillon qu'on nous a amené comme étant un propriétaire de buvette simple n'est en fait pas un bar-restaurant VIP. Parce que de ces deux catégories, les tarifs diffèrent. Et nous pourrions engranger beaucoup de ressources si nous mettons en place un certain nombre de dispositions plus sérieuses. Et donc, le ministre a parlé tout à l'heure d'ouverture de nouvelles sources de perception. Nous n'allons pas oublier les sources traditionnelles de perception. Je crois que les gens commettent facilement l'erreur en pensant que dès que nous allons parler de redevance pour copie privée, nous allons laisser les buvettes, nous allons laisser les bars. Je crois que c'est une grave erreur. Nous allons conserver les sources traditionnelles de perception, mais ouvrir les yeux sur de nouvelles sources. De nouvelles sources, par exemple, c'est les redevances pour copie privée. Le ministre en a parlé et nous allons examiner cette question-là de manière plus approfondie au cours du séminaire. Et M. Mehdi, qui est là, est le directeur de la clientèle de l'Office national du droit d'auteur d'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est la société de gestion collective de droit d'auteur. Enfin, l'ONDA est l'organisme de gestion collective de droit d'auteur le plus performant en matière de perception de redevance pour copie privée.
Et les chiffres qu'il m'a donnés hier m'ont fait frémir. Parce que si on communique ces chiffres-là, je crois que ici les gens vont demander que le Bimédra ne s'occupe que de la rémunération pour copie privée. Donc c'est une source importante de perception et il faut analyser. Nous allons voir dans sa communication où est-ce que nous en sommes au Bénin ici, ce que nous faisons, qu'est-ce que nous ferons et ce qu'il nous reste à faire pour que nous puissions aussi commencer par faire de la perception pour copie privée. Et nous sommes aussi en train de discuter avec les brasseurs. Nous avons des brasseurs aujourd'hui et les brasseurs, ils vendent dans les bars, restaurants. Qui sont ceux qui consomment? Ce sont les usagers. Et les usagers qui vont dans les boîtes, dans les buvettes, dans les bars, ils boivent, ils consomment les produits de ces brasseurs-là en écoutant de la musique. Pourquoi ne pas leur demander d'avoir un contrat avec nous? Pourquoi ne pas entrer en partenariat avec nous pour qu'en lieu place des usagers qui sont devant moi, les propriétaires de bars, restaurants, ils puissent nous payer un pourcentage sur un litre de bière vendu ou bien sur une bouteille de bière vendue. J'en parlais de manière très audacieuse et de manière très sérieuse devant quelqu'un en évoquant la question. Il m'a dit à grand frère, mais nous on fait ça déjà. Nous on fait ça, nous on a un contrat avec les brasseurs de notre pays. Et puis les chiffres que nous percevons, que nous allons percevoir, ce sont quand les gens jouent ces chiffres-là, ils nous font partie. C'est moi qui ai négocié de bout en bout, mais quand les gens jouent ces chiffres-là, ils ont dit ah non, le petit là ne peut pas gérer ce montant-là. Et on m'a fait partir. Donc, nous avons des sources de perception, de nouvelles sources de perception que nous regardons et nous travaillons sérieusement sur ces nouvelles sources de perception. Et également, en matière de répartition, nous allons être plus large parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi, le Bimédra se comporte comme un organe de gestion collective de droits musicaux. Pour la plus grande partie, c'est la musique. Un peu les œuvres littéraires, les œuvres dramatiques, les œuvres d'art graphique et plastique, néant. Les œuvres audiovisuelles, un tout petit peu. Et donc, nous allons prendre en compte tous les répertoires, aujourd'hui tous les droits, les arts graphiques et plastiques, les droits musicaux bien sûr, les œuvres audiovisuelles. Et nous avons, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, nous avons au mois d'août une mission d'appui technique de l'OMPI qui va séjourner au Bimédra et qui va nous permettre de mettre en place nos bases de données pour gérer les droits voisins. Les droits voisins, c'est les droits des artistes, interprètes ou exécutants, c'est les droits des organismes de radiodiffusion, c'est les droits des producteurs de phonographes. Et donc, nous sommes dans cette perspective-là pour gérer beaucoup plus de droits. Et maintenant, que faut-il faire? Il faut que nous puissions tracer les grands axes de cette nouvelle vision. Et pour le faire, il faut que nous puissions faire de la formation. Il faut que nos percepteurs soient armés psychologiquement, soient bien formés, parce qu'il faut qu'ils puissent discuter devant les usagers. Les premières expériences que j'ai faites, moi, en tant que percepteur, c'est que les Béninois, quand vous allez devant quelqu'un pour dire je veux percevoir les droits d'auteur, la première réaction, il va dire mais c'est quoi? Même s'il connaît, il va dire c'est quoi? Ça c'est quoi? D'où venez-vous avec ça? Ça c'est quoi? C'est la rupture qui a amené ça ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle droit d'auteur? Vous lui expliquez, il vous dit non, en France c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il ne connaît pas la France. Il n'a jamais été en France. Mais il va dire en France c'est pas comme ça. Et vous lui dites non, en France, qu'est-ce que vous en savez, tout ça là, moi je sais. Il dit non, en France c'est pas ça. Vous dites mais moi je connais la France, j'ai fait la SACEM, je sais, c'est sûr. Il dit mais moi, non mais grand frère, mais comment? Non mais il faut nous dire, comment on va faire? En ce moment-là, vous lui dites maintenant, c'est par là que vous deviez commencer. Donc, il faut que les gens soient formés. Si les gens ne sont pas formés, ils sont vite déroutés. Et nous pensons que nous allons faire de la formation technique en interne et aussi en interne. Nous allons faire de la formation aux acteurs non étatiques. Nous allons faire de la formation, quand je dis acteurs non étatiques, c'est nos producteurs, c'est tous nos partenaires. Nos producteurs, je sais qu'il y a des gens ici qui ne sont pas des artistes, mais qui sont intéressés par la matière, qui veulent connaître la matière. Il faut diffuser la matière. Il faut que les gens puissent connaître. Nous allons, avec nos partenaires, nous allons demander à former des magistrats
à former des avocats. Quand je dis formation, ce n'est pas des formations d'une année, mais nous allons pouvoir trouver des cours qui leur permettent d'apprécier, d'appréhender la matière de manière plus précise, ou parce que ils doivent être nos relais là où nous ne sommes pas. Et dans cette nouvelle perspective-là, nous allons revoir notre loi. Parce que nous avons déjà bénéficié de certaines études qui ont été faites, commanditées par l'OMPI, commanditées par la CISAC, et qui ont révélé que notre loi n'est pas des plus exemplaires. Et donc, nous devons prendre en compte un certain nombre de dispositifs dans notre loi. Et Stéphanie va revenir un peu en ce qui concerne le droit de suite, en ce qui concerne les organes de radiodiffusion, surtout dans le domaine numérique, ce qui nous manque dans notre loi pour être percutant. Et donc, cela nous oblige à relire cette loi pour prendre en compte un certain nombre de choses. Et pour le faire, nous allons aussi positionner le BUBEDRA à l'international. Positionner le BUBEDRA à l'international pour bénéficier des aides, pour bénéficier des appuis, pour bénéficier des formations qu'il nous accorde. Et je sais qu'au niveau de la CISAC, il y a un certain nombre de règles précises qu'il faut respecter quand on est organisme de gestion collective, les règles obligatoires et les résolutions obligatoires et les règles professionnelles. Parce que vous êtes souvent contrôlé par la CISAC pour savoir ce que vous faites, quels sont vos chiffres de perception, à qui vous répartissez et quel est le montant que vous en dégrevez pour assurer vos frais d'administration et de gestion. Et tout cela, ça permet d'encadrer la gestion de l'organisme de gestion collective pour que les dépenses ne se fassent pas de manière incontrôlée. Avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dont le représentant est là, nous allons également prendre en compte un certain nombre d'évolutions en matière de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, il y a des conventions internationales qui sont signées au plan international, mais qui ne sont pas prises en compte par notre loi. Et donc, pour cela, il faut regarder. Et nous sommes confiants que nous allons bénéficier d'appui de leur part, nous sommes conscients que nous allons bénéficier de formation de leur part. Mais si nous revoyons la loi, vous êtes d'accord avec moi, et cela se passe de tout commentaire, qu'il est indispensable de revoir les textes réglementaires également sur le fonctionnement. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure de certaines évolutions qui sont intervenues. Il y a l'accord de Marrakech qui prévoit un certain nombre de facilités à certaines catégories de personnes qui portent un certain nombre d'handicaps. Il y a l'accord de Beijing qu'il faut que nous regardions également pour que nous puissions également être au top en ce qui concerne le dispositif légal et réglementaire relatif à la propriété littéraire et artistique. Donc, la revue de ces tests-là va nous amener au niveau de la perception, par exemple, à revoir les accords que nous avons avec nos usagers. Les accords que nous avons avec les usagers, et ils sont là, ils s'écoutent. Nous allons revoir parce que j'ai dit récemment que les bases de tarification que nous avons utilisées, ou que nous utilisons encore aujourd'hui, sont dépassées. Tout le monde est d'accord. Parce que le test qui sert de base à cette tarification-là, à ces contrats-là, date de 1986. Et pour fixer le tarif, par exemple, des buvettes, nous nous sommes basés en cette époque-là sur le prix de la bouteille de bière. Et en ce qui concerne les boîtes de nuit, nous sommes basés sur le prix d'une consommation au niveau d'une boîte de consommation de whisky. Nous avons des données, nous avons un certain nombre de données, et vous êtes d'accord avec moi, en ce qui concerne les auteurs, pratiquement pour prendre en compte leurs préoccupations, le prix de la baguette du pain en 1986 n'est pas le même aujourd'hui. Et donc, je dis, les bases de données ont changé, et donc il faut que nous puissions aller de l'avant de manière ouverte. Et j'estime que les usagers également sont tout à fait ouverts pour contribuer au développement de la propriété intellectuelle dans notre pays. La révision des contrats, j'en parle avec les opérateurs de téléphonie cellulaire aussi, parce que les contrats que nous avons avec eux datent de 2006 ou de 2008. Les bases de données également ont évolué. En ce moment, quand nous signons ces contrats-là, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, le développement de l'Internet, il n'y avait pas le développement des réseaux sociaux. Le numérique n'a pas aussi encore progressé comme il est aujourd'hui.
Donc, la circulation des œuvres de l'esprit sur ces réseaux-là n'était pas encore aussi intense qu'il est aujourd'hui. Donc, il faut revoir un peu ces questions-là. Et puis, il y a la grande question des organes de radio et de télévision qui payent. Ma collègue de la Côte d'Ivoire, quand elle sera ici, vous dira que la radio-télévision ivoirienne, la RTI, paye par an 300 millions de francs CFA au Burkina. 300 millions de francs CFA, ça a été fixé par le président Houphouët-Boigny. Il a payé quelques années, mais quand il est décédé, ils ont suspendu de payer. Mais depuis 3 ans, le gouvernement, la RTI, paye de manière régulière ces 300 millions de francs CFA au Burkina. Donc, quand on évoque ces prix, quelque part ou dans une réunion où je suis, je ne parle pas. Parce que je ne peux pas dire combien la radio-télévision, la radio nationale ici paye. Parce que je ne peux pas dire combien nos télévisions, nos radios ici payent. Donc, nous allons entrer dans une approche de discussion avec tout cela pour revoir la situation. Pour les radios et diffusions, nous avons un contrat avec eux et nous allons commencer par demander d'abord qu'il faut que le contrat se respecte. Et donc, nous aussi, je l'ai dit déjà, nous allons engager de nouvelles méthodes de recensement. J'ai parlé de contrôleurs, j'ai parlé de recensement, j'ai dit qu'il faut doter les percepteurs de moyens pour qu'ils puissent couvrir convenablement le territoire national. Et donc, l'ouverture de nouvelles sources, j'en ai déjà parlé, comme la redevance pour la rémunération pour copie privée et le contrat avec les brasseurs. La remise en selle des CTI, j'en ai parlé, mais il faut que si nous remettons en selle les commissions techniques d'identification, nous puissions aller vers la détermination de nouvelles règles et procédures de documentation. Nous allons revoir les formulaires que nous avons aujourd'hui et fixer de nouvelles règles. Et tout ça, ça va donner du travail à notre conseil d'administration. Il va se pencher de manière minutieuse sur les tenants et aboutissants de tous les textes que nous allons proposer. Et dans cette loi-là que nous allons proposer, nous allons procéder à la relecture de l'article 12 de la loi actuelle, qui donne une interprétation tendancieuse à ce que l'auteur a joui sur son œuvre du seul fait de sa création de droits de propriété intellectuelle. Mes collègues, mes prédécesseurs qui sont ici, doivent se réjouir qu'on puisse aller faire la relecture de cet article parce que ça crée d'énormes incompréhensions. Et je suis sûr que quand nous allons régler ces problèmes-là, nous aurons une compréhension plus juste de ce que les auteurs doivent s'entendre. Parce que les auteurs aussi, quelquefois, adoptent des comportements compromettants, font des émissions intolérables dans la gestion de leurs propres droits et compromettre la bonne gestion de leurs droits et à leur profit. En ce qui concerne la répartition, il faut qu'on définisse, puisque nous allons revoir la loi, que nous allons intégrer de nouveaux droits, il sera question de définir de nouvelles classes de répartition. Et puis, la mission technique d'appui dont j'ai parlé en août a une date précise maintenant. Si moi et là, il m'écoute, la mission aura lieu du 7 au 21 août 2017. Et je crois que pendant ces 2 semaines, nous allons faire du bon travail pour que de nouvelles bases soient créées, pour soient conformes aux nouvelles classes que nous allons déterminer. Il y a la question de, ce n'est pas de l'information, mais c'est de l'informatisation. La question de l'informatisation du BEDRA. Un organisme de gestion collective du droit d'auteur qui a la taille du BEDRA, qui a fait tant d'années, ne peut pas vivre sans Internet fluide, sans que le début soit fluide. Parce que les techniques de documentation dont j'ai parlé, quand il faut communiquer l'œuvre dans la liste mondiale, IPI, tout ça là, il faut que ce soit sur la base d'Internet. Et les logiciels que nous utilisons sont des logiciels qui doivent être sous Internet pour que nous puissions bénéficier des apports des autres organismes de gestion collective. Et donc, nous devons adopter une véritable politique nationale de documentation et de répartition. Une politique de répartition et de documentation ne se fait pas sans un document important qu'on appelle le règlement général de répartition. Ce règlement général de répartition, Simon et moi, nous l'avons élaboré au Mali, nous l'avons élaboré au Togo, nous l'avons mis à la disposition de ces pays, mais le BEDRA n'a pas encore
en main un tel document qui puisse lui permettre de faire de la répartition de manière aisée avec toutes les classes de répartition sans contestation. Donc, il faut doter le bibliodra de cet outil important. Et donc, tout ce que j'ai dit dans la perspective de ce que nous disons dans ce séminaire, de la thématique générale de ce séminaire, va faire l'objet de ce que nous allons appeler le plan stratégique, le plan d'action stratégique. Et ce plan d'action stratégique va prendre en compte tout ce que nous allons faire dans les années à venir. Et ce plan-là, nous sommes en train de réfléchir sérieusement à ce plan, à son contenu. Et bien que ce plan n'ait pas été encore élaboré et adopté, nous en parlons déjà et nous avons déjà des dispositions favorables pour son financement. Il y a 2 semaines, j'étais à Genève et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être reçu par la vice-directrice générale de l'OMPI, à qui j'ai exposé un peu ce plan et qui m'a dit qu'elle est déjà disponible pour le financer. Et donc, elle est pressée de le recevoir et pour que nous examinions les mécanismes de son financement. Et ce plan, je ne dévoile rien, doit prendre en compte tout ce que j'ai dit ici, la répartition, la formation, la perception et la logistique pour que nous puissions nous conformer également, nous comporter comme un organisme de gestion dit de ce nom. J'ai eu également un déjeuner en tête-à-tête avec Simon, avec le directeur des relations internationales de la SPEDIDAM, et qui est aussi le secrétaire général de la RPO. La RPO, c'est comme la CISA pour les droits d'auteur, c'est l'organisation qui gère, qui regroupe toutes les sociétés gérant les droits des artistes interprètes en Europe. Et donc, j'ai eu un déjeuner de travail avec ce monsieur, qui est un ami du bibliodra et qui est tout à fait disposé déjà à partir d'octobre à nous aider à financer ce plan-là si nous, rapidement, nous le mettons en place. Et en fin de compte, nous avons notre conseil d'administration. Il ne peut pas avoir ce plan-là sans le conseil d'administration. Ce plan-là, quand il sera élaboré, sera mis entre les mains du conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui, dans son rôle de direction politique, d'organe de direction politique, jouant pleinement sa mission et dans un rôle d'examen minutieux, va examiner ce plan d'action stratégique et va l'adopter avant qu'il ne soit porté en dehors du Bénin. Donc, le conseil d'administration, et j'invite le président et ses membres à s'attendre à ce que nous leur transmettions dans les semaines à venir ce plan-là pour qu'ils puissent l'examiner afin que nous puissions ouvrir de nouvelles brèches dans la vie du bibliodra. Alors, qu'est-ce que je dois retenir de tout ce que j'ai dit? Je dois retenir que la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins fonctionne sur la base de mécanismes objectifs qui donnent lieu à des résultats explicables scientifiquement. Parce que ceux qui disent les droits qu'on m'a payés sont bas, ce que j'ai pris ne reflète pas ce que je suis dans le pays. Bon, il faut qu'ils se posent la question de savoir s'ils sont des œuvres qui circulent aussi. Si les œuvres qui créent, si ces œuvres circulent, si ces œuvres passent entre des mains de personnes qui les exploitent, si ces personnes qui les exploitent payent les redevances, et si elles payent les redevances, si elles fournissent les programmes. Parce qu'il y a des étapes à franchir pour que l'œuvre de l'esprit, si on l'a créée, si elle n'est pas une œuvre morte, puisse donner lieu à des droits d'auteur. Donc les droits d'auteur qui sont payés aux auteurs, aux compositeurs et éditeurs, sont le reflet fidèle de l'intensité de l'utilisation des œuvres par des usagers qui payent des redevances et en fournissent les programmes. Sans ces conditions, il ne peut pas avoir de droits d'auteur. Il ne peut pas en avoir. Donc, nous devons être très regardants, très attentifs pour que si nous créons une œuvre, nous puissions la mettre dans le circuit, dans le commerce, que ça passe le circuit de gens honnêtes qui l'exploitent convenablement et qui savent qu'ils ont exploité et qu'en l'exploitant, ils sont tenus à des obligations. Il en est de même pour les droits voisins en ce qui concerne les artistes et les producteurs. La préoccupation des auteurs, compositeurs, éditeurs et artistes doivent être sans cesse
le travail quotidien d'amélioration de leur qualité, de la qualité de leurs œuvres, de leurs prestations, afin que ces dernières répondent au goût et aux besoins des usagers. Parce que quand l'œuvre n'est pas plaisante, personne ne s'en intéresse. J'ai rencontré un artiste dont les œuvres sont exploitées, piratées même. Et je lui ai dit, mais il faut que nous allons engager une procédure pour arrêter ceux qui piratent et pour que ceux-là puissent être sanctionnés. Parce que nous avons l'intention de les présenter devant le procureur. Il m'a dit, non, moi je ne veux pas ça. Moi, je veux que mes œuvres circulent. Et si mes œuvres circulent, les gens ne peuvent pas pirater. Si les gens piratent, ça me fait du plaisir. Mais Dieu, c'est béni par Dieu. Je dis, bon, c'est une manière de voir les choses qui n'est pas toujours celle de tout le monde et que moi, je ne peux pas porter cette vision. Donc, un auteur ou un artiste dont les œuvres ne circulent pas, dont l'œuvre ne voyage pas, ne pourrait pas bénéficier de répartition et ne pourrait pas bénéficier à l'issue des travaux de répartition de droits d'auteur. Ça, c'est clair, parce que j'ai expliqué qu'il y a des mécanismes, il y a un cheminement pour que l'œuvre soit donne lieu à répartition et donne lieu à des droits d'auteur. Et donc, en fin de compte, les droits d'auteur qui sont payés à un artiste ne sont pas une subvention. Mais il y a des organismes spécialisés pour payer des subventions, mais les subventions ne sont pas payées au bibliothécaire, les subventions ne sont pas payées dans un organisme de gestion collective de droits d'auteur. Et c'est sur ce que j'appelle les auteurs, les artistes et les compositeurs à adhérer à la vision que nous allons mettre en place pour que véritablement nous puissions non seulement mettre sur orbite de manière irréversible le bibliothécaire, mais pour que les auteurs, les créateurs d'œuvres béninois puissent se sentir dans notre pays comme de véritables agents économiques. Je vous remercie. Et il semble qu'avec l'heure qu'il fait là, l'attention n'est plus soutenue. Donc, ce que nous allons faire, et les membres du présidium qui sont là, de leur position, ils peuvent voir le PowerPoint. Mais si je laissais ça là, ils auraient été incapables, dans l'impossibilité du moins matériel, de voir ce qui se passe, ce qui défile sur le tableau. Donc, je vais demander au président, le professeur Albert Bienvenu, de bien vouloir se lever pour prendre sa place. Je vais demander à ces deux vice-présidents, le président Wu et l'inspecteur Agbazaou, de bien vouloir se lever pour prendre leur place. Je vais demander aux deux rapporteurs et le président Poupaki et M. Boutet de prendre sa place. Et je vais demander également à Mme Toko de bien vouloir se lever pour prendre sa place. À la suite quand ils seront installés, nous allons ouvrir les débats sur les deux communications qui viennent d'être présentées. Nous allons ouvrir les deux communications, les débats sur les deux communications. Le suivant. Mais chaque Adja. Modérer quoi, résumer tout ce qu'ils ont dit rapidement. Bogoyi Cornel. Monsieur, oui. Eric Beha. Mon Dieu. Henri Hessou. José Alapini. Oui. Rasta Tengor. Il y a une dame. Madame. Tometin Ruth. Tometin Ruth. C'est tout job, son nom d'artiste. Comment? Là-bas, au fond, c'est Bagidi Lambert. D'accord. Bagidi Lambert. Monsieur. Quoi? Ismaël Saïzonou. Alors, je passe à droite. Monsieur. Monsieur Robert Fabéyé. D'accord. On fait l'effort. Suivant.
Monsieur Doyon. Au côté. Au gauche. Non, je ne sais pas au gauche. Monsieur Doyon, votre prénom? Dorothée. 2 fois D. C'est bon. Il y a Data Madao, c'est ça? Il ne se présente pas, lui. Qui? Gaston Deguedji. Était installé à temps, je pense qu'on aurait pu faire économie du temps. Et comme vous l'avez constaté, les exposants ont pris suffisamment du temps et ont épuisé pratiquement le champ du savoir par rapport aux différentes thématiques abordées. Fort de cela, je souhaiterais que les intervenants ne viennent que sur des questions pointues et qu'on évite les commentaires, les explications, des amendements apportés pour le moment. Que ce soit des choses qui nous avancent. Donc c'est inutile de dire on remercie tant, c'est bien présenté, qu'on nous dispense de tout cela. Et je félicite votre héroïsme, parce que si moi je n'étais pas retenu au présidium, peut-être que je n'aurais pas eu la patience de rester jusqu'à présent. Alors il faut qu'on gagne du temps pour qu'à la fin, demain, on ait un peu plus de tonus pour poursuivre le débat. Je vous remercie. Et le président l'a dit, on va être sévère au chrono. Si quelqu'un dépasse 2 minutes, on va l'arrêter. C'est comme ça. Je sais que dans le milieu des créateurs de l'esprit, on est souvent libre et libéral. Et cette fois-ci, faites l'effort d'être un peu discipliné. C'est difficile pour vous, mais faites-le au moins pour qu'on puisse quitter à un temps normal. Très bien. Je vous remercie. Pour ne pas chômer à cette table, je tiens le chrono. Oui. Et je rappelle l'essentiel de ce qui a été dit. Vous êtes libre, mais vous n'êtes pas autorisé à être libertaire. Merci. Et tu as la liste. Corneille, tout Bon, et à vous gérer la distribution. bon, Je suis dans la monsieur salle. Corneille, tout d'accord. Je suis au présidium. Je remercie l'organisation pour l'initiative. Et je voudrais dire que cette rencontre a été une rencontre d'intelligence. Et dans les notes dites, moi je voudrais prier le directeur de creuser un peu les notes dites pour dire au moins qu'est-ce que l'Office de radio et télévision du Bénin paye et qu'il a à remédier ailleurs. Et en la matière, si nous, artistes, nous sommes les premiers concernés, nous avons des actions aussi à faire pour que ce qui est versé soit d'une certaine constance. Nous fassons des actions. Percevoir soit plus consistant. Voilà des questions pointues auxquelles ils vont répondre. Nous venons d'épuiser la liste des intervenants. Nous, on est là juste comme des chefs d'orchestre. Les 2 exposants vont reprendre le tablier et essayer de répondre aux préoccupations des uns et des autres. On ne peut pas leur dire 5 minutes parce que ça dépend de leur inspiration et vous les avez déjà laissés griller du temps. Restons dans cette logique. Alors nous allons donc, avec la permission du président, inviter M. Ouedraogo, qui est le premier exposant. Bon. Oui, je voudrais porter à votre attention une suggestion que je trouve judicieuse, que la secrétaire de séance vient de me faire. Elle nous suggère à tous ceux qui ont fait des interventions
de mettre par écrit leurs propositions concrètes à verser au dossier. Je trouve que c'est une belle proposition. Ça nous permettra d'avoir un secrétariat bien tenu. Et surtout les contributions, les propositions concrètes. Merci. Je passe la parole aux... Non, oui, Drago qui est le premier. Samuel, normalement c'est notre collègue, M. Ouedraogo, qui doit être le premier. C'est sa foi. C'est ce que... À moins que vous... Voilà la chiffre là-bas. Ah, tu peux... Il prend les questions qui ont été posées et lui, il va répondre aux questions qui ont été posées. Mais justement, c'est pour ça que nous souhaitons que ce soit dans l'ordre d'intervention. Essayer de faire la synthèse des préoccupations essentielles et alléchantes. Parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de bien. Exactement. Alors, moi, je vais vous répondre en 3 points. Le premier point concerne des préoccupations qui ont été soulevées et qui ont trait essentiellement à la composition actuelle du BUBEDRA. Je souhaiterais à cet égard dire que, avec ce que vous prévoyez de faire, le nombre actuel des membres du BUBEDRA va littéralement exploser. Lorsque vous allez commencer la gestion des droits des artistes-interprètes, il est clair que vous avez peut-être une seule œuvre créée, mais vous pouvez avoir pour la même œuvre 10, 15 ou 20 artistes. Il n'y a aucune limitation. Et chacun a un droit par rapport à la prestation qu'il aura effectuée pour l'interprétation de cette œuvre. Et si cette interprétation est fixée. J'ai entendu parler de l'ISRC. C'est clair que c'est un problème qui est plus global. Nous allons revenir là-dessus demain. Même pour des pays avancés, comme en Europe, l'ISRC n'est pas encore accordé à tous les phonogrammes. C'est un processus technique, je comprends, mais qui n'est pas facile, même pour les pays en développement. Et ce n'est pas gratuit. Hier, au cours de nos échanges, notre ami et collègue de l'Algérie a dit que pour la première fois, dans leur répartition, le nombre d'artistes, parce qu'eux gèrent les droits voisins, le nombre d'artistes qui ont bénéficié de la répartition a dépassé le nombre des auteurs. Et Dieu seul sait que l'Office national des droits d'auteur d'Algérie, quand même, ne date pas d'hier. Elle a une grande expérience. Ça, c'est un. Deuxièmement, concernant le folklore, comme je l'ai dit, il y a des questions qui vont être certainement, Monsieur le Président, vont revenir sur le tapis, sur votre plan. Parce qu'aujourd'hui, selon le WPPT, c'est-à-dire nous n'avons pas encore parlé, c'est le traité de l'OMPI qui a été adopté pour protéger les interprétations et les phonogrammes à l'ère du numérique, où la définition, ouais, comment je vais dire ça aussi succinctement, Monsieur le Président, c'est des intérêts. Le folklore n'est reconnu par aucun traité. C'est les législations nationales qui essayent de les protéger. Donc, au plan international, personne ne reconnaît la qualité d'artiste à celui qui interprète le folklore. Mais qu'est-ce que le folklore? Donc, se pose fondamentalement dans chaque pays, à défaut d'un instrument
internationale, la difficulté ou la tâche d'identifier son folklore. Et ensuite, lorsque ces expressions sont identifiées, il faut savoir maintenant qui interprète le folklore. Je fais fi des questions relatives aux propriétés, aux droits de propriété sur le folklore, que de toute façon, au niveau de l'identification, cela ne manquera pas de poser. Donc, au niveau de ces traités, on a trouvé les pays en développement, surtout africains, en 1996, lorsque ce traité a été conclu, de dire, comme les autres, c'est-à-dire, voilà, ceux qui sont en face ne veulent pas une reconnaissance du folklore qui soit protégé par un instrument de propriété intellectuelle, on a trouvé quoi? Je n'ai pas dit la fiction juridique, mais la technique juridique de dire que les artistes aussi qui interprètent les expressions du folklore sont protégés par le WPPT. Du coup, en plus, je crois que Stéphanie aussi conviendra avec moi, il est dit que pour la rémunération équitable, on va revenir là-dessus. Il fallait que pour en bénéficier, il faut que ce soit les phonogrammes publiés à des fins de commerce. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprendront pas. Monsieur le Président, permettez-moi de dire, qu'est-ce que c'est? Un artiste interprète, met son interprétation dans un phonogramme. Il a un droit exclusif d'autoriser ceci ou cela. Mais, lorsque ce phonogramme est utilisé dans un bar, dans un restaurant, à la radio, c'est uniquement le phonogramme publié pour être vendu qui lui rapporte de l'argent. Et à l'artiste et au producteur. C'est un peu compliqué, j'avoue, mais nous pouvons revenir sur la question. Bien. Donc, à ce niveau, on a dit, ceux qui vont interpréter les expressions du folklore pour qu'ils bénéficient de cette rémunération équitable, on n'aura pas besoin forcément que le phonogramme ait été publié à des fins de commerce. Je vais revenir parce que pour nous, Africains, les pays africains, c'est très, très, très important. Ce qu'on a vu aujourd'hui, je fais fi des questions d'identification, pose le problème de tous ceux qui ont interprété des expressions du folklore. Troisièmement, Monsieur le Président, vous voyez que je ne serai pas long. Je vais dire que pour ce qui concerne la photographie, la loi béninoise est claire, en tout cas à sa version de 2005, où les œuvres photographiques sont protégées. Deuxièmement, il y a aussi le fait que la liste donnée par la loi en ce qui concerne les auteurs d'une œuvre audiovisuelle n'est pas limitative. Donc, celui qui peut faire prouver qu'il a fait un apport créatif photo dans la conception et la réalisation d'une œuvre audiovisuelle est protégé comme les autres co-auteurs de l'œuvre audiovisuelle. Monsieur le Président, demain, nous reviendrons sur certains aspects relativement à la gestion collective à l'ère du numérique et l'impact sur les pays en développement. Et mes collègues d'Algérie vont vous partager aussi leur expérience en ce qui concerne certains aspects qui sont soulevés. J'ai pas... Monsieur le Président, merci, mais une minute, oui. Juste une minute, il y a une préoccupation essentielle. Quel conseil pratique pouvez-vous donner à nos hommes de culture et d'art
pour contrer la piraterie qui les approprie tous les jours? Moi, je dirais, il n'y a pas de solution miracle. Pour moi, la solution, c'est que au niveau national, il y ait des producteurs pour contrer la piraterie. La piraterie est aussi vieille que le monde. Elle ne pourra jamais disparaître. Vous coupez sa tête, elle le sort. C'est tout ce que je peux dire. Merci, Monsieur le Président. Merci, le Président. Et je vais commencer d'abord par la question de piraterie. Nous sommes en train de faire le point des mécanismes que nous avons mis en place pour lutter contre la piraterie depuis un certain temps jusqu'à ce jour. Et j'ai souvent dit aux membres de la Commission nationale de lutte contre la piraterie ici que moi j'envisage de réorienter totalement les mécanismes, les méthodes avec lesquelles ils travaillent. Et désormais, je vous le confie, moi je ne parle plus seulement de lutte contre la piraterie, je parle de mécanismes de protection et de sécurisation des œuvres de l'esprit. Ça prend en compte un certain nombre d'actions que nous allons mener, actions de formation, actions de lutte concrète sur le terrain, actions d'investigation, et le commissaire de la brigade économique et financière est là, et beaucoup d'autres types d'actions. Parce qu'aujourd'hui, tel que nous luttons contre la piraterie, on se rend à l'évidence que nous ne réussissons pas. Et donc, si on ne réussit pas, il faut regarder autrement, il faut envisager de faire autre chose. Et donc, nous allons mettre en place des mécanismes de protection et de sécurisation pour les œuvres de l'esprit pour véritablement aller contre ce fléau. Il faut dire que, moi j'entends parler de la piraterie, il faut dire la vérité. Il y a des artistes dont aucune œuvre n'a jamais été piratée, mais qui sont les premiers chanteurs à dire que les œuvres sont piratées. Il faut faire attention, il faut que nous puissions cibler réellement ce qui se fait et combattre le phénomène avec la contribution de tout le monde. Nous avons créé ici une commission nationale de lutte contre la piraterie. Nous avons été le premier pays en Afrique ici à créer cette commission. Beaucoup d'autres pays nous ont suivis. Mais je ne sais pas quelle est la situation de ces pays-là. Et nous avons même proposé que ce ne soit pas seulement la commission nationale de lutte contre la piraterie. Il faut que la commission soit appuyée par ce que nous avons appelé les brigades départementales de lutte contre la piraterie, qui doivent avoir des relais dans les communes, afin que si la commission est à Cotonou ici, et qu'on lui téléphone de Niki pour dire qu'il y a une cascade bâchée qui vient de traverser la frontière, en 5 minutes, on puisse prendre des dispositions pour contrer, arrêter et mettre les produits confisqués à la disposition de qui de droit. Donc voilà un certain nombre de choses que nous devons faire, que nous pensons faire, que mes prédécesseurs aussi ont fait, qu'il faut capitaliser pour que nous puissions regarder là où nous allons et réussir dans la lutte que nous devons mener. On a parlé de quotas. Vous savez, la gestion collective de droits d'auteur a son champ d'action. Parce que notre pays, de par son adhésion à la Convention de Berne et de par aussi les conventions, les contrats de réciprocité que nous avons signés avec les autres organismes de droits d'auteur, nous devons, en tant qu'organisme de gestion collective de droits d'auteur, nous éviter de parler de quotas de diffusion. Parce que nous avons ce qu'on appelle le traitement national à appliquer. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons réserver le même traitement au Bénin ici que les autres pays avec lesquels nous avons ces accords-là réservent à leurs auteurs. Et ils ont obligation de réserver à nos auteurs dans leur pays le même traitement qu'ils réservent à leurs auteurs chez eux. Mais cela ne nous évite pas d'avoir des politiques de promotion, des politiques qui prennent en compte les intérêts particuliers de nos auteurs. Mais ça, en tant qu'organisme de gestion collective, nous devons le dire et le faire de manière discrète. Le faire et le dire de manière discrète dans des dispositifs, dans des tests qui ne soient pas seulement des tests spécifiques aux organes de gestion collective. Nous avons une direction de la culture, nous avons une direction de la promotion, nous avons une direction qui s'occupe de la subvention des auteurs. Et moi, je sais le combat que j'ai mené quand nous avions ici une direction de la culture.
Et nous avions même déjà proposé un test que j'ai retrouvé la fois passée dans mes documents. Mais ce test n'a pas prospéré, on n'a pas été écouté ou bien on n'a pas été soutenu. Donc, si on parle de quota de diffusion, je dis, nous allons soutenir discrètement, mais nous, on ne peut pas porter ce projet-là pour dire qu'il faut un quota de diffusion sur les œuvres de l'esprit. Parce que nous gérons sur le territoire béninois tant les œuvres d'artistes béninois que les œuvres des artistes étrangers. Et donc, nous devons savoir faire la part des choses. Et j'ai parlé de règlement général de répartition. Le règlement général de répartition, c'est un document de politique nationale. Un document de politique nationale qui doit faire la part, je dirais, entre griffes, belles aux auteurs nationaux. Mais tant que nous n'avons pas un document comme celui-là, un document de règlement général de répartition, qui nous indique la part à réserver dans la répartition aux artistes nationaux et la part qui doit aller à l'étranger, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Si nous n'avons pas un document comme le règlement général de répartition qui dit quel est le comportement que nous devons avoir avec les ONI, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Les ONI, c'est les œuvres non identifiées qui arrivent en répartition. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Si nous n'avons pas un règlement de répartition qui est suffisamment clair, qui nous dit quand nous-mêmes, nous n'arrivons pas à identifier les auteurs des œuvres, comment est-ce qu'il faut traiter ces œuvres-là? Si le règlement de répartition ne nous dit pas, quand vous répartissez pour des auteurs qui ne sont pas encore sociétaires, qu'est-ce que vous devez faire de leurs droits? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, ça fait autant de brèches qu'il faut creuser et autant d'études qu'il faut faire pour avancer dans l'élaboration d'un texte qui nous donne le pouvoir, qui donne à l'organisme de gestion collective du droit d'auteur le pouvoir d'être véritablement un organisme au service des auteurs nationaux. Quelqu'un a demandé, est-ce que le Bureau béninois du droit d'auteur ne travaille pas pour le trésor public? La preuve est que nous ne versons pas les redevances que nous percevons au trésor public et nous ne payons pas encore aujourd'hui des impôts État sur les redevances, sur les droits que nous payons aux artistes. Donc nous travaillons entièrement pour les artistes qui sont membres de notre bureau. Et le plan que nous voulons élaborer, nous n'avons pas encore élaboré. Donc j'ai dit que quand ce plan sera élaboré, il sera soumis d'abord au conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui va l'examiner pour nous dire, voilà les corrections qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, si c'est bon ou pas, avant que nous puissions le soumettre à d'autres instances pour rechercher maintenant les financements nécessaires. Tout à l'heure, quand M. Ouédraogo a exposé, il a dit qu'il y a ce qu'on appelle la durée de protection sur chaque œuvre. Et quand cette durée de protection arrive à expiration, c'est-à-dire quand l'auteur qui a créé son œuvre décède, dans la loi béninoise, il continue de jouir. Ses droits sont préservés jusqu'à 70 ans. Et donc, après son décès, ses héritiers continuent de bénéficier de ses droits pendant 70 ans. Mais après 70 ans, l'œuvre tombe dans ce que nous appelons le domaine public. Le domaine public, c'est laissé à la disposition de tout le monde. Tout le monde peut puiser dans le domaine public. Et dans ce cas-là, quand on parle de domaine public, c'est qu'on peut arriver encore à identifier l'œuvre par rapport à son auteur. Mais dès le moment qu'on n'arrive plus à identifier l'œuvre par rapport à son auteur, l'œuvre devient une œuvre du folklore et devient dans le patrimoine entre dans le patrimoine national. Et là, chacun peut l'utiliser. Quelqu'un a parlé de Pipi Obaho ici. Pipi Obaho joue une certaine musique qui appartient à une aire géographique déterminée dans le pays. Mais est-ce que l'acongo que Pipi Obaho fait, c'est le même acongo que les gens font à Abomey? Il a certainement apporté une touche particulière, il a apporté certainement une créativité. Mais quand l'œuvre est prise totalement du folklore ou bien du patrimoine culturel, la répartition se fait autrement. Parce qu'il y a une partie qui va à l'auteur et il y a une partie qui va au fonds social et culturel et qui est destinée à alimenter peut-être les œuvres de promotion et qui vient en aide aux artistes qui sont décédés, comme quelqu'un l'a dit. Quelqu'un a parlé d'identifiant, je crois que Simon a intervenu là-dessus. Ce n'est pas gratuit du tout.
Et je sais que ça a une utilité formidable parce que ça permet de reconnaître les œuvres partout dans le monde. Tant que si vous avez un identifiant, quand l'œuvre est exécutée, quand les auteurs, les bénéficiaires sont connus, ça facilite la répartition. Ça évite la dispersion de droits, ça évite que les droits revenant à cette œuvre-là n'aillent dans les fonds non répartissables ou bien n'aillent à d'autres fins. Surtout quand c'est exécuté dans les pays étrangers, parce que si ces droits ne nous sont pas reversés, ça contribue à alimenter, à faire la promotion de la culture étrangère. Mais il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas gratuit, parce qu'il y a des gens qui travaillent à cela, qui maintiennent ça, et ceux qui travaillent, les sociétés qui gèrent ces identifiants ont besoin aussi de fonctionner. Donc, avec aujourd'hui ce que nous sommes en train d'envisager pour commencer la gestion des droits voisins, tout cela va entrer en ligne, sera pris en compte pour que nous puissions avoir non seulement des identifiants pour les titulaires de droits, les artistes et autres, mais avoir des identifiants précis également pour les œuvres. Nous sommes en relation avec la SUSA, par exemple, pour les œuvres musicales, et nous sommes en train de rétablir notre confiance, en train de rétablir nos relations de travail avec ces sociétés-là qui gèrent une partie de nos attributions à l'international pour que nous aussi, nous soyons crédibles, non seulement dans notre pays, mais dans leur pays, pour que les droits de nos auteurs qui sont dans leur pays, les redevances qui sont perçues pour le compte de nos auteurs dans leur pays, nous soient versés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que nous avons la garantie que les participants auront la documentation sur le présent séjour? Oui, mais la communication de Simon et la mienne ont été déjà remises au secrétariat et ceux qui ont des clés USB les prennent déjà. Mais cela étant, je veux dire qu'après le séminaire, nous sommes en train de penser à une compilation de tout ce qui sera dit ici, et compilation qui sera appuyée du rapport général et des recommandations. Et nous allons mettre à la disposition de tous ceux qui sont participants régulièrement inscrits les tests de communication, c'est-à-dire les PowerPoint, pour que les gens, une fois retournés chez eux, peuvent relire et se souvenir de tout ce qui a été dit et fait ici. Seconde préoccupation. Monsieur Tessou-Henri a parlé d'une descente sur le terrain avec Thomson. Il a répondu à ma question. Ah, il a répondu. Monsieur le Président, je peux préciser pour dire que si nous avons des gens ici qui ont des adresses mail, ils les communiquent et avec un petit clic, on peut leur transmettre tous les documents qui auraient été diffusés ici. Et je pense que nous allons travailler avec la même ardeur demain. Aujourd'hui, je pense que nous sommes notre journée de travail pour vers sa fin. Je voudrais donner la parole au directeur général du MEDRA qui est le facteur de ce séminaire. Et il va nous dire la conduite à tenir demain et ce qui nous attend, ce qui nous réserve pour demain. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers membres du bureau, chers membres du président, à vos grades de qualité. Merci, monsieur, merci, madame les participants. Demain, nous allons reprendre la œuvre. Nous allons reprendre à 9h. Nous allons commencer par la communication d'aujourd'hui qui a été décalée sur demain, la communication de Mme Stéphane Ricard. Et quand nous allons passer d'autres trois communications, nous serons à la pause pour reprendre plus de force afin de revenir terminer la chose. Je voudrais insister sur quelque chose. D'abord, sur la ponctualité de cette initiative ponctuelle, que nous avons progressé d'avance. Et j'insiste sur le fait que ceux qui ont des adresses mail puissent nous les communiquer. Ça va nous prendre la taille facile, mais ça va nous permettre aussi de leur transmettre les documents très rapidement. Prenez de la paix, Africa, nous allons étonner le monde. Travaillez, prenez de la paix, Africa, nous allons étonner le monde. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre tout l'héritage qu'ont laissé nos parents. Y a beaucoup de trésors